Elle ne s'y était rendue qu'une seule fois, quelques semaines avant sa mort, pour faire réviser une pendule. C'était un lieu ordonné, à la décoration sobre, rempli de grandes vitrines de montres anciennes et du tic-tac constant d'horloges au rythme varié. Mais à présent, elle avait le sentiment d'avoir manqué quelque chose lors de cette visite. À son arrivée, la boutique était silencieuse et fermée à clé, les fenêtres ombragées, l'enseigne en laiton, Roper & Co. Horlogerie et restauration brillaient faiblement au soleil. Mais à sa surprise, la porte était entr'ouverte. À peine. Elle entra et s'arrêta dans l'entrée. « Allô » appela-t-elle doucement. « Il y a quelqu'un » Pas de réponse. L'air était lourd d'une odeur d'huile et de cirage. Des grains de poussière tournoyaient paresseusement dans la lumière. Une mouche bourdonnait mollement contre la vitre d'une armoire. Prudemment, elle se dirigea vers le long établi au fond de l'atelier. Il était encombré, comme prévu. Outils, ressorts, pièces de montre, pinces, une loupe, mais ce n'était pas chaotique. C'était précis, disposé avec soin. Et pourtant, un tiroir était ouvert. Pas large, juste assez pour révéler un tissu plié et une tache de graisse foncée. Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. Elle attrapa le tissu et le souleva avec précaution. En dessous se trouvait une petite ampoule de verre, vide mais intacte. Elle dégageait une légère odeur médicinale. À proximité, une minuscule charnière en laiton, trop petite pour une montre de poche, avait été limée avec un soin inhabituel. Elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé, mais pas avant d'avoir remarqué autre chose. Un léger anneau de poussière rougeâtre sur l'établi en bois, circulaire, d'environ 3 pouces de diamètre, comme s'il avait été laissé par une petite boîte ou une boîte scellée qui avait été récemment retirée. La bague n'était pas là avant, pas lors de sa dernière visite. Quelque chose avait été pris. Quelque chose de petit, de rond et de significatif. En partant, elle passa devant le mur d'horloge à long boîtier et ses yeux s'arrêtèrent sur l'une d'elles en particulier, une pièce autrichienne élaborée avec de délicats chiffres romains et un panneau finement sculpté sous le pendule. Un panneau qui, curieusement, n'avait pas de serrure. Elle se pencha légèrement et l'ouvrit. Vide. Il n'était pas rare que de tels compartiments soient souvent décoratifs. Mais elle savait, comme toute couturière chevronnée, quand quelque chose est destiné à dissimuler. Elle ferma lentement le panneau et retourna dans la rue calme. Au même moment, l'inspecteur Grave faisait les 100 pas dans le commissariat. Il avait retiré Molly Carster de la liste des suspects immédiats, non pas parce qu'il croyait en son innocence, mais parce qu'il y avait une incohérence croissante qu'il ne pouvait ignorer. Le folio manquant. Roper était arrivé avec. Madame Hale l'avait vu. Mais personne, je l'avais vu depuis. Il y avait 2 possibilités. Soit quelqu'un l'avait emporté sur les lieux que savante le corps a été retrouvé, ou quelqu'un est revenu après et l'a enlevé avant que la police n'arrive. Et dans les 2 cas, la question n'était pas seulement Tom's mais pourquoi. Était-ce vraiment du chantage, ou quelque chose de plus? Quelque chose qui mérite d'être réduit au silence pour toujours? Grave fronça les sourcils et se tourna vers le sergent Miles. Je veux reparler au vicaire. Et à la gouvernante. Il y a quelque chose qui cloche dans cette chronologie, et je veux découvrir quoi. Plus tard dans la soirée, Miss Marple rendit visite au presbytère. Madame Clément la reçut avec une affection reconnaissante, la faisant entrer dans le salon avec l'hospitalité pratiquée d'une femme qui connaissait à la fois la mort et le gâteau aux graines. Nous avons eu tant de visiteurs, Miss Marple. Et pourtant, aucun n'est aussi réconfortant. C'est l'incertitude, je suppose. Non point sachant, c'est tellement horrible. Oui, dit doucement Miss Marple. L'incertitude engendre des ombres. Surtout dans les endroits calmes. J'espère vraiment qu'ils attraperont celui qui a fait ça, a déclaré Madame Clément. C'est horrible de penser que quelqu'un parmi nous puisse être aussi brutal. Eh bien, j'ai croisé le jeune monsieur Drew de la bibliothèque hier et j'ai failli sursauter quand il m'a salué. Miss Marple rit poliment, puis laissa sa voix dériver vers une curiosité désinvolte. Et comment va la pauvre Madame Hale? Elle est encore sous le choc? Oh, oui, mais elle se débrouille. Elle a fait le ménage du garde-manger hier et m'a dit que ça l'aidait à garder les mains occupées. Je me demande, dit doucement Miss Marple, si elle a jamais mentionné ce qu'il est advenu du petit folio en cuir que portait M. Roper, celui qu'elle a vu juste avant le thé. Madame Clément cligna des yeux. Oh, oui, elle a bien dit quelque chose. Elle pensait que M. Roper l'avait peut-être laissé dans le bureau, mais il n'y était plus quand elle est allée chercher le plateau de thé. Étrange, murmura Miss Marple.
Vraiment étrange. Elle quitta le presbytère peu de temps après, la brume s'installant à nouveau autour de la haie du jardin. À son retour chez elle, ses soupçons s'étaient renforcés. L'horloge n'avait pas sonné. Le folio avait disparu. Une boîte d'allumettes avait été dissimulée et un objet petit et rond avait été emporté dans l'atelier. Et, plus important encore, quelqu'un avait mis en scène le meurtre pour qu'il se produise à un moment que personne ne pouvait vérifier avec ses propres montres, seulement parce qu'il entendu. Mais les horloges mentent, pensa-t-elle. Surtout quand quelqu'un leur apprend comment faire. Ce soir-là, elle s'assit près de sa propre horloge de parquet et ouvrit un petit compartiment caché derrière son pendule, installé par son oncle des décennies auparavant. Il contenait de vieilles lettres, un paquet de rubans pour cheveux et la photographie jaunie d'un jeune soldat. Elle remit doucement les objets en place et recula. Quel secret tas de repères cachait-il dans son horloge? Et qui avait été assez intelligent pour les trouver? Le temps avait brusquement changé, comme si le village lui-même avait pris conscience de la tension croissante. Une brise soufflait dans les ruelles de Hemsley Green, projetant les fleurs du début de l'été contre les fenêtres des cottages et faisant claquer les rideaux dans des pieds habitués au silence. On aurait dit que l'air lui-même commençait à ressentir ce que Miss Marple savait déjà. Quelque chose d'ancien s'était réveillé, et quelque chose de très moderne était venu le faire taire. Ce matin-là, le silence autour du meurtre de Thaddeus Roper ne s'est pas effondré. De toute révélation officielle de l'inspecteur Grave, mais de l'inévitabilité humaine brute, de vérités murmurées qui finissent par s'exprimer. Tout a commencé par une dispute. Le révérend Clément venait de sortir de Saint-Luc avec ses notes de sermon lorsqu'il trouva Madame Temple et le docteur Ransom en proie à une dispute peu digne près du mur de pierre du cimetière. Leur voix, bien que basse, portait avec la dureté particulière de ceux qui ont longtemps été trop polis. « Je dis, oh !» siffla Madame Temple, vous auriez dû garder vos distances avec cet homme. Mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Le docteur Ransom, le visage pâle sous le bord de son chapeau, parlait avec une retenue fragile. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Il est déjà trop tard pour la dignité, rétorqua-t-elle. Il s'arrête. Il connaissait Charlie, l'a dit à Molly. Le révérend Clément s'éclaircit bruyamment la gorge, provoquant le gel des deux parties au milieu de l'accusation. C'est une belle matinée, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Madame Temple, retrouvant aussitôt son calme, rajusta ses gants. Bonjour, révérend. Le docteur Ransom hocha simplement la tête. Son expression était devenue indéchiffrable. L'instant passa, mais Miss Marple, assise non loin sur un banc de jardin bas, un brin de lavande sur les genoux, se remémora la scène. Levée tôt ce matin-là, elle avait fait le tour du village en silence, et ce qu'elle avait vu et entendu ressemblait à des fils fins se resserrant en un nœud. Tout le monde y avait quelque chose à cacher. Plus tard dans la journée, elle se rendit à la bibliothèque sous prétexte de demander un obscur almanach de jardinage. Le jeune Thomas Drew l'accueillit avec la joie nerveuse habituelle de quelqu'un profondément respectueux de l'âge de Miss Marple et étrangement méfiant envers sa présence. « Je me demande, Thomas, dit-elle doucement tandis qu'il allait chercher un escabeau, si tu as déjà rencontré le nom d'Augustus Carster. » Il s'arrêta à mi-hauteur de l'échelle. « Carster, ce serait le père de mademoiselle Molly. »« Oui, dit-elle. Je suis curieuse. J'ai cru comprendre qu'il avait des relations à l'étranger. » Thomas descendit, un vieux livre à la main. « Si je me souviens bien, oui. Molly a dit un jour qu'il travaillait dans le transport maritime. Un peu aux douanes. Je crois qu'il avait des liens avec Lisbonne. Il est parti assez subitement. Non? C'est ce qu'on m'a dit, dit Miss Marple. Il est parti dans un climat un peu chargé, poursuivit Thomas à voix basse. On aurait pu soupçonner une malversation financière. Rien n'a jamais été prouvé. Mais c'était un scandale à l'époque. Molly n'était qu'une adolescente. Ces choses-là se développent souvent dans l'ombre, murmura Miss Marple. Étage M. Roper s'intéressait beaucoup aux ombres. Thomas cligna des yeux. Pardon? Rien? Sourit-elle. Merci, ma chérie. Elle prit l'almanach, mais son esprit était tourné vers un tout autre type de jardin. Pendant ce temps, l'inspecteur Grave avait fait ses propres progrès, mais des progrès d'un genre qu'il n'aimait pas, plein de contradictions, d'évasions et de la vérité incontournable que presque chaque entretien conduisait à plus de confusion plutôt qu'à de la clarté. Il avait enfin réussi à s'asseoir seul et longuement avec Madame Hale, la gouvernante du presbytère. Ses nerfs, bien que quelque peu apaisés, restaient à vif.
Mais ce furent les subtils changements dans ses souvenirs qui retinrent l'attention de Grave. Vous avez mentionné auparavant que M. Roper portait un porte-document en cuir. A-t-il déclaré? Oui, répondit-elle rapidement. Sous son bras. Et vous l'avez vu pour la dernière fois lorsqu'il est entré dans le bureau? Elle hésita, puis hocha la tête. Oui, je crois. Toi croire. Eh bien, dit Madame Hale en se tordant les mains. Difficile de se souvenir exactement. Des gens arrivaient, j'avais préparé le plateau de thé, et il s'est glissé dans le bureau sans un mot. J'ai supposé que le folio était parti avec lui. Mais quand vous avez trouvé le corps, il était introuvable. Elle secoua la tête. Non, quelqu'un aurait-il pu le prendre entre ce moment-là et celui où vous avez donné l'alerte? Madame Hale semblait perplexe. Je ne vois pas comment. Tout le monde a accouru après mes cris. Grave se pencha en avant. Mais quelqu'un a dû le prendre, Madame Hale. Il n'y a pas d'autre explication. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je n'ai rien pris, inspecteur. Je le jure. Il la regarda un instant, puis adoucit son ton. Merci. C'est tout pour l'instant. Alors qu'elle partait, le sergent Miles entra dans la pièce, tenant un fin dossier. Un monsieur, dit-il. Nous venons d'obtenir confirmation de cette demande d'information sur Roper. Grave prit le dossier et l'ouvrit. Les détails étaient rares, mais révélateurs. Tadeu Roper a travaillé à Zurich pendant près de 15 ans comme consultant privé en chronologie judiciaire, assistant des musées, des maisons de vente aux enchères, plus intrigant encore, des services de renseignement dans la vérification des horodatages et la reconstitution de documents altérés. Sa spécialité était la création ou l'identification de fausses chronologies. Seineur, murmura Graves. Il ne réparait pas seulement les horloges. Il savait comment militariser eux. Il leva les yeux. Donnez-moi tout ce qu'on a sur le scandale financier de Carster. Il y a un lien, je le sens. Miles hésita. Et Miss Marple. Graves sourit séchement. Si on a de la chance, elle réglera le problème avant nous. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite au docteur Ransom. Il la reçut avec un léger sourire et une poignée de main ferme, bien que ses manières fussent réservées. Il avait raison. Les ragots, Miss Marple le savait, étaient un flot impitoyable, et le village murmurait désormais bien plus qu'une simple rivalité professionnelle entre le médecin et l'horloger défunt. « J'espère ne pas vous déranger, » dit-elle en s'asseyant prudemment au bord d'une chaise à haut dossier. « J'admirais justement vos massifs de roses l'autre jour. »« Quelle florae sont magnifiques. Ils ont bien poussé cette saison, » répondit-il en versant le thé d'une main ferme. « Je trouve la taille thérapeutique. » En effet, je me demande si M. Roper pensait la même chose de ces horloges. Thérapeutique, je veux dire. Le docteur Ransom n'a pas répondu immédiatement. Il était méticuleux, finit-il par dire. Trop méticuleux, diront certains. Il avait une façon de voir les choses. Je n'aimais pas ça. Vous a-t-il déjà menacé, docteur Ransom? Cela leva brusquement les yeux. Non, mais il savait quelque chose, n'est-ce pas? À ton sujet. Le silence de Ransom dura juste assez longtemps pour que Miss Marple confirme ce qu'elle soupçonnait déjà. Voyez-vous, poursuivit-elle, j'ai toujours pensé que lorsque les gens mentent, ils ne le font pas par malveillance, du moins pas souvent. Ils le font pour protéger quelque chose. Ou quelqu'un. Leur passé. Leur fierté. Parfois même leur patient. Il inspira lentement. Il a découvert Lisbonne, dit-il enfin. Mon expérience pendant la guerre. Il valait mieux laisser les choses enfouies. J'étais jeune. Je travaillais comme agent de liaison. Des décisions avaient été prises. Roper a laissé entendre qu'il avait trouvé des documents. Des noms. Des lettres. Et il a menacé de vous dénoncer? Il a sous-entendu qu'il le pourrait. Je lui ai dit de laisser tomber. Il ne l'a pas fait. Miss Marple hocha la tête, son expression indéchiffrable. Et qu'est-il arrivé aux lettres? Je ne les ai jamais vues. Mais je ne serais pas surpris que quelqu'un d'autre les voie. Quand elle est partie, l'air extérieur était devenu épais et brumeux. Les secrets, pensait Miss Marple, avaient tendance à persister. Elle rentra chez elle juste avant le crépuscule et ouvrit enfin son carnet. Elle y nota 3 noms, Molly Carster, Dr. Ransom, Madame Hale. 3 personnes avec accès. 3 personnes avec un mobile. Mais seulement un d'entre eux savait comment faire sonner une horloge qui n'avait pas sonné depuis des années. Un seul d'entre eux pourrait créer une illusion parfaite du temps. À la fin de la semaine,
Le mystère entourant la mort de Thaddeus Roper commençait à se durcir et à devenir dangereusement fragile. Les théories du village s'étaient transformées en un folklore, de moins en moins factuel à mesure qu'on le racontait. Molly Carster était devenue l'héroïne tragique, le docteur en somme le bouc émissaire probable, et Madame Hale une spectatrice malheureuse mais irréprochable. Miss Marple, cependant, savait que la vérité, comme la poussière, ne retomba qu'une fois que toute cette agitation eut cessé. Et vendredi après-midi, alors que la poussière semblait enfin se dissiper, une forte rafale a tout fait voler en éclats. Tout a commencé avec une lettre. Ou plutôt, le soudain apparence d'un. Madame Wetherby, fouillant dans le vieux coffre à outils de son défunt mari, dans l'abri de jardin, à la recherche d'ampoules de rechange, raconta-t-elle plus tard à qui voulait l'entendre, tomba sur une enveloppe défraîchie, coincée sous une bobine de fil de fer. Étrangement adressée en caractères d'imprimerie, la lettre ne portait aucune adresse de retour. Mais ce qui la fit lâcher sa lampe de poche, effrayée, fut le destinataire. Un homme mort. Une horloge silencieuse. Miss Marple soupçonne le temps lui-même de mentir. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. Agrandissons cette communauté passionnée de mystères. Partagez votre localisation dans les commentaires. C'est un plaisir de lire d'où vous venez tous. C'est parti. Ce détail a semblé curieux à Grave. Il l'a entouré dans son carnet, puis l'a souligné 2 fois. Pendant ce temps, Miss Marple avait adopté une approche différente. Sa méthode était rarement directe. Elle préférait les conversations qui semblaient s'égarer dans des détails triviaux comme les mérites du beurre à scone, l'histoire des haies locales, la qualité de la farine d'après-guerre, pour finalement revenir, comme un point de suture délicat, au cœur du sujet. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Hale, qui s'était alitée à cause de ce qu'elle qualifiait de nervosité. Mademoiselle Marple apporta une petite boîte de biscuits à la lavande et lui proposa de l'accompagner. « Quel choc terrible, ma chérie !» murmura Madame Hale, les yeux rouges. « Je venais juste d'aller le chercher pour le thé. Et il était là, par terre. J'ai laissé tomber le plateau. »« Pauvre petite !» murmura doucement Miss Marple. « Ça a dû être horrible. Et après tous ces délicieux gâteaux pour la fête. Oh oui, j'ai fait le gâteau aux graines moi-même. Et les bâtonnets aux amandes. » Miss Marple sourit. « Monsieur Roper mettait-il du sucre dans son thé? Vous en souvenez-vous » Madame Hale cligna des yeux. 3 morceaux. Toujours 3. Pas de lait. Il était très particulier, n'est-ce pas? Oh oui. Il voulait que tout soit impeccable. Je le surprenais parfois en train de mesurer ses cuillères à café. Il disait que les cuillères britanniques étaient toujours à 2 doigts de la taille des cuillères continentales. Miss Marple pencha la tête. C'est curieux. Et il attendait une fille cet après-midi-là? Non, pas du tout. Le révérend Clément n'avait pas dit un mot. J'ai été surpris de le voir. A-t-il dit pourquoi il était venu? Il a dit. Madame Hale marqua une pause, fronçant les sourcils. Il a dit qu'il devait vérifier quelque chose avec le vicaire. Un document ou une lettre. Il semblait un peu perturbé. Miss Marple laissa passer un instant. Troublé de quelle manière? Nerveux. Préoccupé. Il avait ce petit carnet en cuir sous le bras. Je lui ai proposé de le lui remettre, mais il a refusé. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Folio? Oui. De la taille d'un recueil de cantiques. Je ne l'ai jamais revu. Miss Marple tapota doucement la main de la femme et changea de sujet. Mais lorsqu'elle partit une demi-heure plus tard, elle s'arrêta devant les grilles du presbytère, plongée dans ses pensées. Un folio. Introuvable sur le corps. Ni dans la pièce. Elle prit une note mentale, puis se retourna vers le village. Ce soir-là, à la bibliothèque, elle fit une demande inhabituelle au jeune bibliothécaire, Thomas Draw. « Thomas, mon cher, dit-elle doucement, tu as une excellente mémoire. Te souviens-tu si M. Roper a déjà emprunté quelque chose d'inhabituel? Des livres en langue étrangère, peut-être? Des documents historiques? » Thomas leva les yeux du grand livre rendu. « Oh oui, un jour, il nous a demandé tout ce que nous avions sur l'horlogerie, mais je me souviens qu'il avait aussi demandé un volume sur les chiffres, et un autre sur l'espionnage en temps de guerre. Quel érudit, n'est-ce pas? » En effet, murmura Miss Marple, la voix teintée d'une curiosité discrète. Un vrai savant. À la tombée de la nuit, une brise s'était levée sur Elmsley Green. Les fins éblouissaient devant les fenêtres des cottages, et les allumeurs de réverbères descendaient Finch Street avec leurs mains et leurs lampes, tels des fantômes prudents. Dans son salon,
Miss Marple disposait ses notes non pas sur du papier, mais dans son esprit, où elles s'alignaient comme les fils d'une tapisserie. Un homme précis, un folio mystérieux, une horloge brisée dont on entendait le tintement, et un meurtre qui reposait non sur une passion brute, mais sur un calcul. Ce n'était pas un meurtre impulsif. C'était planifié, mené et mis en scène. Elle jeta un coup d'œil à la vieille horloge de parquet dans un coin de son salon. Un cadeau de son oncle, éteint depuis longtemps. 12 coups à 4h30, murmura-t-elle. Il y avait là un paradoxe, et quelque part dans son cœur battant, la vérité attendait d'être découverte. Le soleil avait à peine percé la brume matinale que les murmures commencèrent à se cristalliser en certitude. À midi, le nom était le même sur toutes les lèvres des villageois. Molly Carstairs. Tout commença anodinement, comme souvent. Un commentaire par-ci, un haussement de sourcils par-là. Au retour de sa petite promenade chez l'épicier, Madame Hartnell avait déjà échangé 3 théories et une recette de pommes au four, le tout ponctué de références voilées en air fragile. Et au tempérament maladroit de Molly. Elle n'est pas comme les autres, dit Madame Wetherby d'un air entendu en se versant une seconde portion de Darjeeling. Elle n'y est plus allée depuis la mort de sa mère. Les filles réservées aiment ça, elles ont toujours quelque chose de caché. Madame Lemming acquiesça d'un hochement de tête avisé. Et tu te souviens que son père est parti, n'est-ce pas? Il est parti au Portugal avec 7 danseuses. Très dommageable pour un enfant. Et avez-vous remarqué, ajouta Ivy Temple dans un murmure conspirateur, comment Palel avait l'air verte le lendemain du meurtre? Pas un chagrin normal. C'était de la culpabilité. À cela, les autres hochèrent la tête solennellement, bien qu'aucun d'entre eux ne puisse dire qu'il l'avait vu plairer. Au commissariat, l'inspecteur Grave luttait contre son malaise grandissant. Assis à son bureau, il examinait une série de notes soigneusement rangées. Le sergent Miles se tenait à proximité, l'observant avec la patience d'un homme habitué à laisser le temps faire son tic-tac. « Revoyons ça, dit Grave. Nous avons la victime, Thaddeus Roper, retrouvé mort dans le bureau du vicaire. Aucun signe d'effraction. L'arme, un pendule en laiton provenant de l'horloge de parquet du presbytère. Nettoyé. La porte du bureau était déverrouillée. Fenêtre fermée, mais la fenêtre du bureau a été retrouvée entr'ouverte. Exact, dit Miles. Personne n'avoue avoir vu Roper entrer dans la maison, mais Madame Temple l'a vu se diriger vers le presbytère depuis le jardin latéral. Et Molly Carstairs. Grave tapota son nom du bout de son stylo. Elle affirme n'avoir vu Roper du tout ce jour-là. Mais plusieurs villageois ont remarqué son agitation pendant la garden party. Quelque chose de plus fort que les nerfs. Miles hésita. Eh bien, ce sont des oui-dire, monsieur. Mais Madame Hartnell affirme que Molly et Roper ont eu une conversation il y a quelques semaines devant l'horlogerie. Elle a dit qu'elle avait l'air contrariée. Grave ça un sourcil. Elle a fait maintenant. Oui, peut-être rien. Mais j'ai approfondi la question. Le journal de Roper, retrouvé dans son appartement, mentionne un rendez-vous avec MC 4 jours avant le meurtre. L'objet n'est pas précisé, mais l'heure est soulignée. 10 heures du matin. Grave fronça les sourcils. Et Mademoiselle Carstairs dit qu'ils se sont à peine parlé. Exactement. Grave se renversa dans son fauteuil. Eh bien, evasif, secret, nerveux. C'est une question de motivation, si ce n'est de motivation elle-même. Le sergent Miles s'éclaircit la gorge. Il y a encore une chose, monsieur. Le folio manquant. Roper a été vu avec un étui relié en cuir par Madame Hale peu avant sa mort. Il n'a été retrouvé ni dans la maison, ni dans son magasin. Tu penses que Miss Carstairs l'a pris? Miles ne répondit pas directement. Si elle avait des raisons de vouloir en cacher le contenu. Grave se leva et se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés. On ne peut pas l'arrêter sans plus. Mais il est temps de la convoquer à nouveau pour une vraie conversation. Pendant ce temps, Miss Marple avait pris le thé avec Miss Temple cet après-midi-là même. J'espère que Molly se repose, dit-elle en remuant doucement sa tasse. Ça doit être difficile pour elle, avec toutes ces discussions. Madame Temple, une femme corpulente avec un chignon serré et un air de désapprobation permanente, soupira et croisa les mains. Elle n'a pas été elle-même, je l'admets. Mais les gens sont toujours prompts à s'en prendre au plus discret. Molly est sensible, pas sinistre. Elle était assez proche de M. Roper, n'est-ce pas? Je ne dirais pas se fermer, il l'a approché 1 ou 2 fois, lui demandant de l'aider à cataloguer des textes allemands. Elle a refusé.
Elle a dit qu'il la mettait mal à l'aise. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Les doigts de Madame Temple se crispèrent légèrement. Elle a dit qu'il posait des questions étranges. Des questions personnelles. À propos de son père. Je lui ai dit de rester loin de lui. Ah, dit doucement Miss Marple. Cela explique bien des choses. Vraiment? Les hommes comme Monsieur Roper, dit-elle en posant sa cuillère sur la soucoupe avec une délicate précision, recueillent souvent des informations avec le même enthousiasme que les horloges. Chaque secret est soigneusement remonté et conservé. Mais même le mécanisme le plus raffiné finit par s'éteindre. Madame Temple la regarda longuement. Suggérez-vous qu'il faisait chanter Molly? Oh mon Dieu, non, je ne le ferai pas ce rêve, de suggérer une telle chose. Répondit Miss Marple d'une voix légère comme une plume. Mais s'il était, cela donnerait certainement un motif à quelqu'un, n'est-ce pas? Madame Temple se rassit dans son fauteuil. Tu crois qu'elle l'a tué? Miss Marple sourit gentiment. Je pense que Molly a peut-être plus de bon sens qu'on ne le croit. Et le bon sens, combiné à la panique, peut être un cocktail dangereux. Mais non, je ne crois pas qu'elle ait tué qui que ce soit. Plus tard dans la soirée, Grave et le sergent Miles ont convoqué Molly Carster au poste de police. Elle est arrivée dans un cardigan bleu marine, les cheveux soigneusement coiffés mais les yeux cernés par la fatigue. Grave fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Mademoiselle Carstairs, merci d'être revenue. » Elle était assise, serrant fermement ses mains sur ses genoux. « Nous avons examiné les déclarations, a-t-il poursuivi, et nous avons relevé quelques incohérences. Vous nous avez dit connaître à peine Monsieur Roper. Or, il a inscrit vos initiales dans son agenda 4 jours avant sa mort. Pouvez-vous nous expliquer cela? » Molly retint son souffle. « Oui, j'allais le faire. S'il te plaît, fais-le. » Elle hésita, puis prit une inspiration tremblante. « Il m'a contacté au sujet de mon père. Il a dit qu'il avait des documents, des lettres, des choses dont j'ignorais l'existence. Du chantage, demandado semente graves. » Les lèvres de Molly tremblèrent. « Il n'a pas demandé d'argent. Pas exactement. Il a dit qu'il avait dit que des gens trouveraient le contenu de ces lettres utile, dommageable. Il a proposé de me les vendre en premier, par courtoisie. Graves S.E. Pincha, en avant. Tu les as pris? Non. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Et puis je l'ai évité. J'espérais qu'il se désintéresserait. Mais il ne l'a pas fait. » Elle secoua la tête. Grave baissa les yeux sur ses notes. « Mademoiselle Carster, nous avons des raisons de croire qu'il avait apporté un folio au presbytère le jour de son assassinat. Peut-être les mêmes documents. Ce folio a disparu. L'avez-vous emporté? » « Non, dit-elle d'une voix brisée. Je ne l'ai jamais vu. Je le jure. » Il y eut un long silence. Grave échangea un regard avec le sergent Miles. « Vous comprenez, dit-il finalement, que cela fait de vous une personne d'intérêt. » Molly hocha la tête, lamentablement. « Je comprends. » Lorsque Miss Marple apprit que Molly avait été interrogée pendant près de 2 heures, elle hocha simplement la tête et continua son tricot. Elle s'y attendait. Mais ses pensées avaient déjà changé. Quelque chose dans l'horloge. Le carillon. Le paradoxe. Elle avait passé l'après-midi aux archives de l'église, à fouiller dans les registres d'entretien et les notes de la sacristie. Et ce qu'elle avait découvert était, à ses yeux, bien plus révélateur que n'importe quel témoignage. L'horloge de parquet du presbytère était cassée depuis 1952. Sa cloche interne avait été retirée et rangée dans le tiroir du bas de la sacristie, après s'être fissurée lors d'un orage près de 10 ans plus tôt. Le mécanisme, bien qu'intact, ne produisait aucun son. Alors comment plusieurs témoins ont-ils pu entendre distinctement 12 coups de carillon juste avant le meurtre? Une horloge qui ne sonne pas et qui pourtant a été entendue par plusieurs personnes. Un véritable paradoxe. Miss Marple posa son tricot et attrapa son bloc-notes. Elle n'avait encore rien écrit, ouvrit simplement une nouvelle page et resta assise tranquillement tandis que les ombres s'allongeaient dans son salon. Quelqu'un avait créé une illusion de paysage sonore précis et chronométré. Une horloge à sonnerie qui ne sonnait pas. Pourquoi? Parce que le tueur avait besoin de témoins pour l'entendre. Parce que le temps, dans ce cas, n'était pas la mesure du meurtre, c'était l'alibi. C'était un jeudi matin d'un calme inhabituel. Une brume basse s'accrochait aux haies et planait sur Hemsley Green comme le souffle d'une question non résolue. Le village s'animait à son rythme habituel, posé, les facteurs livraient des colis, les commerçants balayaient leurs portes, mais,
Sous la surface, chacun s'agitait avec impatience, guettant la révélation qui n'était pas encore venue. Dans le salon de St. Mary Mead Cottage, Miss Marple était assise avec sa tasse de thé habituelle, à moitié pleine et en train de refroidir, tandis qu'un pâle rayon de lumière filtrait sur sa nappe bordée de dentelle. Devant elle se trouvaient deux objets, un bulletin paroissial plié et une petite boîte d'allumettes cabossée, ornée des armoiries en lettres dorées d'un bureau de tabac de Wellingford. C'est la boîte d'allumettes qui a retenu son attention. Elle l'avait trouvée non pas lors d'une fouille spectaculaire du presbytère ou sur la scène du meurtre, mais dans un endroit bien moins attendu, sous le coussin du deuxième banc de l'église Saint-Luc. Mademoiselle Marple s'y était rendue plus tôt ce matin-là, sous prétexte de livrer un agenouilloir cousu à Madame Honeywell. La boîte d'allumettes avait glissé d'entre les tissus tandis qu'elle s'asseyait pour se reposer, cliquetant doucement contre le bois. Un objet curieux pour un banc d'église. Rien de suspect en soi, bien sûr. Les allumettes étaient monnaie courante. Mais quelque chose dans celle-ci attira son attention. La boîte n'était pas neuve, elle était vieille, usée aux angles, l'encre légèrement défraîchie. Un léger résidu de cire et segriera accrochait. Quelqu'un y avait rangé quelque chose, pas des allumettes, mais quelque chose de plus petit, de plus précieux ou de plus dangereux. Miss Marple le reprit et l'ouvrit lentement. Vide, comme il était lorsqu'elle l'avait trouvé. Elle réfléchit à son emplacement. Le côté gauche, à la seconde près, était généralement occupé par M. Roper. Peu de villageois le savaient. Roper s'était toujours assis seul, arrivant tôt et repartant sans rencontrer personne. Mais Miss Marple, dont le regard doux ne manquait de rien, l'avait remarqué plusieurs dimanches d'affilée. La boîte d'allumettes, cachée sous le coussin, lui appartenait presque certainement. Pourquoi cacher une boîte d'allumettes vide? À moins, bien sûr, que ce ne soit pas le casa était vide jusqu'à récemment. Miss Marple glissa la boîte dans son sac à tricot et se leva. Elle avait prévu de rendre visite à la femme du pasteur cet après-midi-là, soi-disant pour lui présenter ses condoléances et lui offrir un pain aux graines fraîchement cuit. Mais elle allait d'abord faire un petit détour. Il y avait quelque chose dans la boutique de Finch Street, l'atelier d'horlogerie de Roper, qui la troublait encore. À ouvrir par la police en cas de décès et Roper, le village a failli exploser. Lorsque l'inspectrice Grave arriva à son chalet pour la récupérer, la moitié du voisinage s'était rassemblée dehors, pressée contre la et avec une curiosité haletante. L'inspectrice ne fit aucun commentaire, se contenta d'un bref signe de tête adressé au sergent Miles et rapporta l'enveloppe au poste comme si elle allait exploser. À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Grave ouvrit l'enveloppe avec une fine lame et déplia soigneusement son contenu. La lettre, soigneusement tapée sur du papier fin, disait « Si vous lisez ceci, je suis mort. J'ai des raisons de croire qu'un ou plusieurs individus à Elmsley Green ont cherché à me réduire au silence en raison de documents que je possède concernant des actions de guerre et des malversations financières. J'ai caché ces documents dans une montre de ma conception, modifiée et camouflée. Seul celui qui comprend le paradoxe du silence carillonnant saura où chercher. L'heure de ma mort ne correspondra pas à la chronologie qui vous est donnée. Faites confiance au carillon, pas à l'heure. Tadeux Roper, bon sang, marmonna le sergent Miles en lisant par-dessus l'épaule de Grave. Grave se frotta le front. Il savait qu'il était en danger. Et il savait comment nous tromper. L'inspecteur se leva et fit les 100 pas. Ce n'est plus une simple querelle de village. Archives de guerre, scandales financiers, tout cela remonte à des décennies. Mais que veut-il dire par le paradoxe du silence carillonnant? Grave marqua une pause. Demande à Miss Marple. Elle attendait déjà quand ils sont arrivés. Le cottage sentait légèrement la lavande et la fumée de pipe, et ses tasses à thé étaient, comme toujours, placées avec précision. « Entrez, messieurs, dit-elle avec son calme habituel. Je suppose que vous avez reçu la lettre. » Grave cligna des yeux. « Tu le savais? Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Monsieur Roper aimait les assurances. Et la précision. Il aimait aussi beaucoup les énigmes. » Le sergent Miles, encore trempé par la bruine, remua sur sa chaise. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le paradoxe du silence carillonnant ?» Miss Marple croisa les mains. « Avez-vous déjà entendu parler d'une grève fantôme? »« Un quoi? » Une astuce utilisée sur certaines horloges anciennes, notamment celles dont le mécanisme de sonnerie est modifié. Elle imite le son d'un carillon sans actionner le mécanisme. Elle crée l'illusion d'une frappe audible, voire plausible, mais à y regarder de plus près,
la cloche ou le marteau ne sont ni présents ni fonctionnels. Grave fronça les sourcils. Vous dites que les carillons que tout le monde a entendus au moment du meurtre étaient faux? Ingénieusement, dit-elle. Probablement grâce à un petit phonographe temporisé dissimulé dans l'une des horloges de parquet. Le son pourrait être réglé pour diffuser un enregistrement de 12 coups de carillon. De quoi fixer l'heure dans la mémoire des témoins. Grave sursauta. Et pourtant, l'horloge était cassée. Miss Marple hocha la tête. Roper voulait nous faire croire qu'il était mort à 4h12. Mais si l'on tient compte du fait que l'enregistrement a été déclenché peu avant ou après sa mort, l'heure ne correspond plus aux preuves. Ce qui signifie que son meurtrier nous a délibérément induits en erreur. En effet, dit doucement Miss Marple, et la personne qui a agi ainsi devait connaître l'existence de l'appareil et savoir comment le déclencher, ce qui réduit considérablement nos suspects. Elle se leva et se dirigea vers une étagère, d'où elle tira un mince volume. C'était un catalogue de modèles d'horloges européennes. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un signet et le tourna vers eux. Voilà, dit-elle en tapotant l'image. C'est l'horloge autrichienne de la boutique de M. Roper. Remarquez le panneau de base. Le sergent Miles plissa les yeux. On dirait une incrustation décorative. Il est moins que modifié. Je crois que Roper a placé le mécanisme du phonographe dans ce compartiment. Une horloge qui ne fait pas tic-tac, mais qui chante une chanson au bon moment. Grave s'expira. Et quelqu'un a volé le mécanisme après le meurtre. Ou les documents qu'il contient. Peut-être les deux. Miles se redressa. Alors il faut fouiller à nouveau ce magasin. Grave hocha lentement la tête, puis se tourna vers Miss Marple. Y a-t-il autre chose que vous ne me dites pas? Miss Marple sourit doucement. Seulement ce que je soupçonne. Et c'est ça? Le tueur n'est pas celui que l'on croit, a-t-elle déclaré. Et le mobile n'est ni la vengeance ni la panique. C'est control. Le genre de contrôle qu'un horloger pourrait admirer. Ce soir-là, le magasin a été perquisitionné une deuxième fois. L'horloge autrichienne a été retrouvée avec son panneau ouvert, son intérieur vide. Mais derrière l'horloge, dissimulé entre le panneau arrière et le mur de la boutique, se cachait quelque chose d'inattendu. Une liasse de papier, ficelée. À l'intérieur se trouvaient des documents datés de 1943, des correspondances, des photographies et des messages codés. Certains portaient des tampons militaires. D'autres, des noms. Un nom revenait avec une fréquence alarmante. Dr. Charles Ransom. Mais à côté de son nom, un autre apparaît, à point C. Auguste Carstairs. Et encore un. Une signature en écriture fine au bas d'une page décodée, T. Roper. Bon Dieu, murmura le sergent Miles. C'était une espionnée? Grave ne répondit pas. Il se contenta de fixer le mémorandum final de la documenta impliquant Carster et Ransom dans une opération d'après-guerre visant à détourner des ressources allemandes sous une fausse autorité militaire. Roper avait découvert la vérité. Et quelqu'un l'avait tué pour le garder enterré. De retour dans sa chaumière, Miss Marple ouvrit sa fenêtre pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Elle n'avait plus besoin de deviner qui était le meurtrier. Seulement, comment pour les traduire en justice? Elle relut la liste des noms, Molly Carster, vulnérable, manipulée et effrayée. Pas une tueuse. Madame Hale, loyale mais ordinaire. Probablement effrayée par le son du carillon. Docteur Ransom, je suis impliqué, oui. Mais je suis trop fier. Trop pressé. Non, ça devait être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait entrer et sortir sans être vu. Quelqu'un qui a eu accès à l'horloge autrichienne après le crime. Quelqu'un que personne ne soupçonnait. Et puis elle pensa à un garçon calme, serviable et souvent ignoré. Le bibliothécaire. Thomas Drew. Un admiratore inconditionnel de la mécanique. Celui qui a aidé Roper à cataloguer ses livres. Celui qui connaissait les documents. Celui qui avait dit à Miss Marple, avec une précision inhabituelle, que Roper avait un jour posé des questions sur chiffres et espionnage. Elle se souvenait de la façon dont il la regardait lorsqu'elle lui avait posé des questions sur Augustus Carster, nerveux, mais pas surpris. Elle l'avait manqué auparavant, mais maintenant elle en voyait la forme. Thomas Drew était le fils illégitime d'Augustus Carster. Un fils secret, né du scandale, élevé dans l'obscurité et brûlant d'une résolution tranquille de réécrire le passé que son père avait ruiné. Tas de Roper avait tout découvert. Et quelqu'un l'avait fait taire avec Tampscombe leur arme. Miss Marple sourit, très faiblement, et ferma sa fenêtre. Le jeu était presque terminé.
Vient maintenant le test final. Le dimanche arriva à Elmsley Green avec une sérénité trompeuse. Les cloches de l'église sonnaient avec leur dignité habituelle, les enfants dévalaient les ruelles pavées en courant après les libellules, les doigts couverts de confiture, et des messieurs âgés dépliaient des journaux sur des bancs chauffés par le soleil. Le village, de toute évidence, avait repris sa routine intemporelle. Mais sous la surface, l'air vibrait avec quelque chose de tendu et d'attendu. À la salle paroissiale de Saint-Luc, l'Institut des femmes avait organisé une modeste exposition, Elmsley Green à travers les âges, une distraction plutôt anodine, présentant de vieilles photographies, des objets de famille et une exposition de montres données par divers villageois. Mademoiselle Marple s'était bien sûr portée volontaire pour participer à la conservation. Sa réputation de propreté et sa connaissance encyclopédique de l'histoire du village la rendaient indispensable. La pièce maîtresse de l'exposition trônait sur une large table en chêne drapée de velours bleu marine. Une demi-douzaine d'horloges anciennes, dont la longue horloge autrichienne de la boutique de Tadeusz, désormais vidée de ses secrets, mais pas de sa signification. Miss Marple se tenait tranquillement à côté, les mains jointes à sa taille, son expression douce. Elle attendait. De l'autre côté de la pièce, Thomas Drew s'attardait près d'une exposition de carnets de rationnement et de médailles de guerre. Il portait son habituel gilet usé et tenait un presse-papier qui semblait plus un accessoire qu'une nécessité. De temps à autre, il jetait un coup d'œil vers l'horloge, puis au loin, comme s'il essayait de ne pas regarder. Miss Marple, sans le saluer, se tourna vers la jeune Evie Temple qui se tenait à proximité, gardant consciencieusement le stand de dégustation de confiture. « Ma chère, dit aimablement Miss Marple, auriez-vous l'amabilité d'aller chercher la petite boîte marquée « Horlogerie » dans le cabinet de la sacristie? Elle contient quelques-uns des minuteurs de sermons du vicaire et une fascinante pendule de carrosse au cadran en émail ébréché. « Bien sûr, Miss Marple, dit Evie, et elle s'élança. Restée seule près de l'horloge autrichienne, Miss Marple souleva délicatement le cadran en verre et, avec une dextérité remarquable pour son âge, inclina légèrement le boîtier du pendule. À l'intérieur, elle avait placé quelque chose de nouveau. Un petit objet en laiton conçu pour ressembler à un compartiment secret, fabriqué à partir d'une tabatière et vieilli par la suie. C'était un appât. Et à peine visible, dépassant de l'espace, se trouvait le coin d'un papier plié, une page anodine arrachée à un vieux catalogue de jardinage, mais elle regardait cela ressemble beaucoup à une lettre secrète. Maintenant, elle attendait à nouveau. La pièce s'animait autour d'elle. Madame Wetherby s'occupait du cointet. Le vicaire expliquait un vieux registre de baptême à un couple désintéressé d'Eastbourne. Quelque part, un enfant avait renversé du ribenat. Mais l'attention de Miss Marple ne faiblit jamais. Elle l'a su au moment où Thomas l'a vue. Il s'était détourné du présentoir à ration, s'était arrêté comme pour étirer son cou, et avait balayé la pièce du regard, nonchalamment mais avec attention. Lorsqu'il s'était arrêté sur l'horloge autrichienne et sur ce qui semblait être un document caché, son corps s'était raidi. Un bref instant. C'était le premier signe. Puis il s'avança vers le présentoir. Il en fit le tour, se dirigeant vers la table en un lent arc de cercle sinueux, feignant de s'intéresser aux autres objets, murmurant des observations polies à personne en particulier. Le deuxième signe lui vint lorsqu'il atteignit l'horloge. Il se pencha légèrement en avant, regarda à travers la vitre, puis recula comme pour l'ignorer. Il regarda autour de lui. Miss Marple se tourna juste à ce moment pour parler à Madame Lemming. Le timing était précis, afin que Thomas la croie. Dans sa main, glissée sous son presse-papier, se trouvait une fine clé en laiton. Il brillait lorsqu'il se pencha juste pour un battement de cœur et le glissa dans la base de l'horloge. Le mécanisme a cliqué. Puis, alors qu'il commençait à ouvrir le faux panneau, une voix calme dit « Je ne le ferai pas, Monsieur Drew. » Thomas se ficha. Miss Marple, toujours douce et calme, s'approcha de lui. « Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez, » dit-elle. « Juste un bout de papier de catalogue. Pas vraiment le genre d'héritage pour lequel il vaut la peine de tuer. » Thomas la regarda fixement, le visage pâle. « Miss Marple, qui êtes-vous? » « Je pense que vous savez depuis un certain temps, » dit-elle doucement, « que M. Roper a découvert la vérité sur Augustus Carster. Sur votre père. » Thomas ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Vous vous en doutiez depuis longtemps, » poursuivit-elle, « mais vous manquiez de preuves. Roper vous les a fournies. Mais il ne vous les a pas données sans contrepartie.
Et vous saviez qu'il était malin, peut-être trop malin. Alors vous avez imaginé un moyen de le battre à son propre jeu. Un meurtre par diversion. Je ne l'ai pas fait, commença Thomas, mais sa voix était faible. Ses joues étaient sèches. Le phonographe dans l'horloge, dit-elle. Tu l'as placé là après l'avoir aidé un soir. Peut-être sous couvert d'entretien de l'horloge ou d'aide aux archives. Tu savais exactement comment faire fonctionner l'illusion du carillon. Et le moment venu, tu t'en es servi pour fixer un moment qui n'était pas réel. La main de Thomas tremblait. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je voulais juste les documents. Je n'avais même pas l'intention de le tuer, pas à ce moment-là. Mais tu l'as fait, dit Miss Marple. Tu l'as frappé avec le pendule. Peut-être dans un moment de peur. Ou de fureur. Il a refusé de te donner ce que tu voulais. Et tu as dû le dissimuler. Utiliser les outils mêmes qu'il t'avait appris à admirer. Thomas baissa les yeux vers l'horloge. Il m'a dit qui j'étais. Il a dit que j'avais le droit de savoir. Que mon père était un criminel. Que j'étais né dans la honte. Et tu as décidé de réécrire l'histoire. Il n'a rien dit. Derrière eux, Grave et le sergent Miles s'avancèrent du fond du couloir, d'où ils avaient observé l'échange en entier. L'inspecteur avait insisté pour rester hors de vue. Si elle tend un piège, qu'il se déclenche naturellement, mais il acquiesça solennellement. Thomas Drew, dit Grave d'une voix ferme, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Thaddeus Roper. Thomas ne résista pas. Il regarda simplement Miss Marple une dernière fois, perplexe, comme s'il hésitait entre la remercier ou la maudire. Ce soir-là, le village s'installa dans un silence qui semblait presque sacré. La nouvelle de l'arrestation se répandit, bien que Miss Marple restât discrète, comme à son habitude, sur son implication. Elle ne tirait aucun plaisir du résultat, mais seulement une satisfaction discrète de voir les fils démêlés. L'inspecteur Grave lui a rendu visite cette nuit-là. Sans toi, dit-il en sirotant du brandy au coin du feu, nous serions encore en train de courir après des ombres. Miss Marple secoua doucement la tête. Pas des ombres, inspecteur, point réflexion. Ils semblent solides jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils ne sont que des distorsions de lumière. Il hocha la tête. Il était intelligent, je le reconnais. Oui, mais l'intelligence sans sagesse tourne souvent à l'amertume. Elle remua son thé, puis regarda vers la fenêtre, où le crépuscule tombait doucement sur le jardin. On dit que le temps guérit, a-t-elle ajouté, mais le temps se souvient aussi. Il ne cache rien et attend simplement qu'on l'écoute. Dehors, la vieille horloge de grand-père dans son salon émettait un tic-tac doux et honnête. Le seul son était celui de la vérité, tranquillement rétabli. Le salon du presbytère était silencieux, l'atmosphère chaleureuse, mais teintée d'une solennité presque cérémonielle. Dehors, le soleil filtrait à travers les champs, projetant une lueur mielleuse à travers les fenêtres ornées de dentelles jusqu'à la pièce où les derniers fils du mystère allaient se nouer. Le révérend Clément avait préparé du thé, trop infusé, mais sincère, et avait déposé un modeste plateau de digestifs et de biscuits au citron sur le buffet. Il se tenait raide près de la cheminée, visiblement mal à l'aise, mais respectueux de son hospitalité. Les autres invités étaient assis, plus ou moins anxieux. Madame Temple, les lèvres pincées et son châle serré autour des épaules. Le docteur Ransom, tendu comme une corde de violon dans son fauteuil. Molly Carster, silencieuse et pâle aux côtés de sa tante. Et le sergent Miles, son carnet prêt mais inutilisé. L'inspecteur Grave se tenait contre le mur du fond, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Et puis il y avait Miss Marple, assise avec sa posture sereine habituelle sur une chaise à dossier droit, les mains jointes sur un modeste sac à main posé sur ses genoux. Son regard parcourait le groupe, son expression douce, presque indulgente, telle une tante bienveillante s'apprêtant à raconter une vieille histoire lors d'une réunion de famille. C'était un chaud après-midi de juin dans le village de Hemsley Green, un hameau anglais digne d'une carte postale, niché entre prairies en pente et bois murmurants, où le scandale le plus palpitant concernait généralement un livre de bibliothèque en retard ou une éponge Victoria égarée. Ce dimanche-là, cependant, était particulier. C'était la garden party annuelle du vicaire, un événement modeste mais apprécié, avec sandwich aux concombres, aux dorges et quelques disputes chuchotées derrière la tonnelle de rosier. Tout le village était là. Les enfants gambadaient sur la pelouse comme des chiots, leur rire se mêlant aux douces notes d'un quatuor à cordes engagé par la ville voisine de Wallingford. Sous une tente rayée, des dames de l'Institut des femmes s'affairaient à un concours de gâteaux,
tandis que les hommes se rassemblaient près du tonneau de limonade, s'exprimaient avec exagération sur le prix de l'essence et la baisse du niveau du cricket. Miss Jane Marple était assise légèrement à l'écart sur une chaise en osier, à l'ombre d'un lilas, ses aiguilles à tricoter cliquetant sans cesse tandis qu'elle travaillait à ce qui semblait être un chausson de bébé. Elle écoutait, non pas ostensiblement, bien sûr, mais avec l'attention discrète de quelqu'un qui avait découvert depuis longtemps que lorsqu'on vous croit sourd ou distrait, on n'en dit plus qu'il ne le faudrait. Ses yeux bleus pâles, voilés par l'âge mais perçants comme des clous, allaient de temps à autre d'une personne à l'autre. Il y avait M. Clément, le vicaire, qui s'activait avec agitation près de la table des prix. Madame Wetherby, flamboyante en rouge écarlate et beaucoup trop chargée de rouge, tenait la cour près du punch au gin. La jeune Molly Carster, pâle et plutôt mal à l'aise près des roses, discutait avec le docteur Ransom, qui semblait lui-même anormalement tendu. Mais ce fut l'arrivée de M. Thaddée Roper, l'horloger, qui changea subtilement le ton de l'après-midi. Grand et précis, aux cheveux argentés et aux fines lunettes, il était rarement vu aux réunions de village. Il vivait à Elmsley Green depuis un peu plus d'un an et avait repris la cordonnerie désaffectée de Finch Street, la transformant en un curieux petit atelier d'horlogerie. Il restait le plus souvent seul, hormis pour des parties d'échecs hebdomadaires avec le curé et de rares passages à la poste. Un drôle de type, murmura Madame Vinton à Mademoiselle Marple en passant avec un plateau de scone. Il parle à ses horloges, paraît-il. Jamais marié. Américain, non? Canadien. Corrigia Dowsement, Miss Marple. Du Québec, je crois. Mais il a vécu à Lausanne et à Vienne, si je me souviens bien. Un homme fascinant, vraiment. J'adore la précision. Et les secrets. Madame Vinton cligna des yeux, laissa échapper un petit rire poli et s'éloigna. La garden party bourdonnait, mais juste avant l'annonce des prix du thé, une interruption brisa le doux rythme comme une fausse note soudaine dans une sonate. Un cri strident résonna en provenance du presbytère. Des halètements suivirent, puis un murmure bas et croissant. Le docteur Ransom a laissé tomber sa tasse de thé. En quelques minutes, la foule s'est précipitée vers le portail du jardin où Madame Hale, la gouvernante, était aidée à s'asseoir sur un banc, le visage gris et les mains tremblantes. Le gendarme local est arrivé peu après. À voix basse, il a été révélé que M. Thaddée Roper avait été retrouvé mort dans le bureau. Non pas de cause naturelle, mais bel et bien assassiné. L'instrument, semblait-il, était un lourd pendule en laiton, probablement arraché à l'une des horloges de parquet antique qu'il adorait. Il gisait non loin de là, maculé de sang. Miss Marple plia son tricot et le rangea délicatement dans son sac. Son regard n'exprimait aucune panique, seulement une expression lointaine et pensive, comme si elle venait de se souvenir d'un rêve important. 12 heures sonnent, murmura-t-elle, presque pour elle-même, avant de se relever prudemment. La fête, telle qu'elle était terminée, et Elmsley Green ne serait plus jamais aussi paisible. Le lendemain matin, Elmsley Green bourdonnait d'une telle agitation qu'on pouvait presque la voir flotter dans les ruelles aux toits de chaume et les jardins des cottages telle une brume matinale. Rien d'aussi scandaleux ne s'était produit depuis la fugue du curé avec la fille du marchand de légumes, 23 ans plus tôt, et même cela avait été poliment passé sous silence par la plupart des villageois. Mais un meurtre, un vrai meurtre dans le bureau du presbytère, c'était une toute autre histoire. Le salon de la pension de Madame Hartnell grouillait déjà de théories contradictoires. Gardienne autoproclamée des convenances du village, officieusement, de ses commérages les plus enthousiastes, Madame Hartnell avait pris l'initiative de réunir les femmes raisonnables de Elmsley Green pour ce qu'elle appelait une matinée de réflexion collective. Le thé coulait à flots comme l'avon au dégel printanier, et la tension dans la pièce s'exprimait sous la politesse guindée. « Eh bien » dit Madame Wetherby d'un ton dramatique, son étole de renard en bandoulière comme un ennemi vaincu. Il avait être quelqu'un qui connaissait la maison. « Tu ne trouves pas, Clara ?»« Je suppose, » répondit Clara Lemming, dont les opinions étaient généralement reprises de celles de celui qui parlait le plus fort. « J'ai entendu dire que c'était une sorte de mécanisme d'horloge. Très macabre. Ils disent que son crâne était fissuré de part en part. » Murmura la jeune Ivy Temple, les yeux écarquillés par l'émotion. Miss Marple, discrètement assise dans un fauteuil en osier près de la fenêtre, ne disait rien. Elle reprisait un gant et sirotait de temps en temps une tisane tiède à la camomille. Sa présence lors de ces rassemblements n'était jamais remise en question.
On la considérait comme un élément incontournable, comme l'horloge du hall ou les coussins des bancs, quelque chose de vaguement pittoresque et de tout à fait anodin. La question que personne ne pose, annonça Madame Hartnell en posant sa tasse de thé d'un air sec point choqué. C'est pour cela qu'il était dans le bureau du vicaire. C'est ce que je trouve étrange. Il y eut des murmures d'approbation. Les yeux de Miss Marple se levèrent brièvement, puis se replongèrent dans sa couture. Peut-être que le vicaire l'a invité, proposa Madame Lemming avec hésitation. Oh, j'en doute, railla Madame Wetherby. Lui et M. Roper n'étaient pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des amis. Partenaires d'échecs, certes, mais vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de lien plus glacial que celui fondé sur la stratégie et la suffisance. Miss Marple sourit faiblement à cela, mais garda ses pensées pour elle. De l'autre côté du village, dans le confortable bar The Hound et Flagon, les hommes avaient leur propre débat, plus bruyant et considérablement moins précis. Querelle d'amoureux, déclara Arthur Biggs, le boucher. C'est toujours le cas. Un horloger comme ce Todd se renfermait dans sa boutique avec tous ses tic-tac. Ça finira par craquer, tôt ou tard. Je dis que c'est une affaire étrangère, ajouta Ned Prothero, qui se targuait de flairer tout ce qui était continental. Un homme comme lui a forcément des ennemis. J'ai entendu dire qu'il avait fait quelque chose de louche en Autriche. Quoi? Comme assassiner l'archiduc? Renifla quelqu'un. Ned parut offensé. Pas besoin d'être insolent. Je dis juste qu'il n'était pas du coin. Ça en dit long. Au commissariat, le ton était à peine plus mesuré. L'inspecteur Grave, récemment transféré de Bristol et encore peu habitué au rythme particulier d'Emsley Green, se massa les tempes et regarda le sergent Miles par-dessus son bureau. « Nous avons écarté le vicaire », a déclaré Grave catégoriquement. « Monsieur ? Je veux dire, il était avec la moitié du village quand le meurtre a eu lieu, en train de distribuer ses satanés prix de tombola. » Le sergent Miles hocha la tête. « Et la gouvernante ? Elle a découvert le corps, monsieur. D'après ce que l'on sait, elle est allée chercher monsieur Roper pour le thé. Elle l'a trouvé dans le bureau, complètement disparu. Grave soupira. Ce qui soulève la question, que diable faisait-il dans le bureau? D'après le révérend Clément, la porte était généralement verrouillée lorsqu'elle n'était pas utilisée. Et pourtant, il était là. Aucune trace d'effraction. Aucune trace de lutte. Mais un pendule en laiton ne se détache pas d'une horloge et ne s'écrase pas sur le crâne d'un homme par accident. Nous l'avons trouvé par terre, près du corps. Les empreintes digitales ont été effacées. Notre tueur a donc eu le temps. Et la présence d'esprit. Exactement, monsieur. Grave se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, une file de villageois s'était déjà formée pour être interrogés. Parmi eux, Molly Carster se tenait maladroitement à côté de sa tante, la tête baissée. Le docteur Ransom s'appuyait contre le mur, une cigarette qu'il n'avait pas allumée, les sourcils froncés, peut-être par fatigue ou par culpabilité. L'inspecteur se retourna, le regard perçant. Et Miss Marple, dans tout ça. Du thé avec Madame Hartnell. Dit le sergent Miles avec un demi-sourire. Bien. Ça veut dire qu'elle recueille des informations plus vite que nous. On l'aura d'ici la fin de la journée. Aussi discrète soit-elle, cette dame a un cerveau de scalpel. De retour au presbytère, Miss Marple s'était excusée tôt et s'était rendue dans le cimetière, soi-disant pour admirer les rhododendrons, en pleine floraison. Mais ses pas la conduisirent, tout à fait délibérément, vers le sentier latéral qui longeait le jardin du presbytère. La maison était désormais silencieuse. Le contour tracé à la craie dans le bureau avait déjà été nettoyé, mais elle savait par expérience que certaines taches persistaient, indélébiles. Elle s'arrêta près d'un bon beignet de soleil et s'assit, levant les yeux vers les fenêtres du presbytère. La fenêtre du bureau, remarqua-t-elle, était légèrement entr'ouverte, une chose curieuse, compte tenu du temps plus frais. Elle y réfléchit quelques instants en silence, puis sortit de son sac un petit bloc-notes. Elle n'y écrivit pas, le tournant lentement entre ses mains, réfléchissant. Un meurtre commis lors d'une fête de village était inhabituel, mais pas sans précédent. Miss Marple avait, malheureusement, vu pire. Mais celui-ci avait quelque chose d'étrange, quelque chose de légèrement désaccordé. L'arme du crime était un pendule ancien. La victime était un homme connu pour sa précision et son intimité. Le décor du bureau du vicaire était presque symboliquement ironique. Un paradoxe, pensa-t-elle. Les horloges et autres instruments de mesure du temps, censés créer l'ordre, ont été utilisés pour semer le chaos. Et puis il y avait la question du thé.
Comme Madame Hale l'avait raconté, essoufflé, Thaddeus Roper n'était pas attendu. Il n'y avait eu aucun rendez-vous préalable avec le vicaire. Et pourtant, il était arrivé juste avant le début de la garden party, demandant expressément à passer quelques instants dans le bureau. Pourquoi? Et pourquoi était-il entré seul? Plus important encore, qui aurait cru qu'il le ferait? Tandis que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Miss Marple se leva et retourna lentement vers le centre du village. Elle croisa Molly Carster dans le chemin. Molly lui adressa un signe de tête poli, mais semblait pâle et distraite. Miss Marple sourit doucement. Un temps magnifique pour les roses, dit-elle. Molly cligna des yeux. Oh, oui, ça l'est. Les pivoines de ta tante sont en retard cette année. Dommage, dis-je toujours, quand les fleurs ne fleurissent pas comme elles le devraient. Les lèvres de Molly s'entr'ouvrirent comme pour répondre, mais elle ne dit rien. Son regard était fixé au loin et, après une pause, elle murmura des excuses et reprit son chemin. Miss Marple la regarda un long moment, puis reprit sa lente marche vers la maison. Des motifs délicats se formaient, se chevauchant, comme un châle en dentelle. Elle n'avait pas encore vu l'ensemble, mais elle savait que les fils étaient là. À Elmsley Green, le rythme de la vie du village avait déjà commencé à s'adapter. La pâtisserie rouvrit. Le bureau de poste continua ses activités. Mais derrière chaque sourire poli et chaque salutation échangée se cachait une question tacite. Qui a tué Thaddeus Roper? Miss Marple avait l'intention de le découvrir. L'inspecteur Grave se considérait comme un homme pragmatique, sobre, méthodique et agréablement insensible aux intrigues villageoises. Mais après 24 heures passées à Elmsley Green, il commença à soupçonner que la véritable difficulté de la police rurale ne résidait pas dans le crime lui-même, mais dans l'ampleur de l'opinion publique qui l'entourait. Dès le lendemain matin, la modeste salle du commissariat du village s'était transformée en un champ de bataille où l'énergie nerveuse régnait. Les habitants arrivaient tôt, appelés un par un pour des dépositions qui en disaient plus sur leurs rancunes interpersonnelles que sur le meurtre lui-même. Le sergent Miles, habitué depuis longtemps au rythme rural, traitait chaque nouveau visiteur avec une patience pleine de bonne humeur, tandis que Grave prenait des notes avec une frustration croissante. Le corps a été découvert vers 16h37, répéta Grave à voix haute depuis son bloc-notes, presque pour lui-même, par Madame Hale, venue chercher l'invité pour le thé. Personne n'a vu M. Roper entrer dans le bureau. Aucune trace de lutte. Aucune empreinte digitale. Pas d'effraction. Mais beaucoup de questions. Il leva les yeux vers la petite femme soignée maintenant assise en face de lui. « Mademoiselle Carster, merci de votre patience. J'ai juste quelques questions. » Molly Carster esquissa un bref sourire forcé. Elle portait une robe en lin clair et avait l'air caractéristique d'une personne en manque de sommeil, même si elle se tenait avec le calme prudent d'une personne élevée dans le souci de préserver ses apparences. « Connaissiez-vous bien Monsieur Roper? »« Je ne dirais pas bien, » dit-elle. Il était poli. Reserve. Ma tante, Madame Temple, l'emmenait parfois faire des conserves. Il aimait la confiture de prunes, je crois. Mais pas de relations personnelles. Molly hésita. Nous échangions quelques plaisanteries de temps en temps. Un jour, il m'a demandé si je pouvais l'aider à cataloguer quelques livres qu'il avait rapportés de Vienne, mais cela n'a jamais abouti. Savez-vous pourquoi il était dans le bureau du presbytère cet après-midi-là? Non, dit-elle après une pause. Je ne savais même pas qu'il était à la fête. Je ne l'avais pas vu du tout ce jour-là. Grave étudia son visage. Ses réponses étaient tranchées, mais il y avait une tension particulière dans son ton, une tension sous-jacente. Avez-vous déjà visité la boutique de M. Roper? Plusieurs fois. Il a réparé une pendule pour ma tante. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel dans ses manières? Il était précis. Un peu froid, peut-être. J'ai toujours eu l'impression qu'il remarquait plus qu'il ne le laissait paraître. Grave tapota son carnet avec son stylo. Merci, mademoiselle Carster. Ce sera tout pour le moment. Elle hocha la tête, se leva et quitta la pièce avec les épaules raides et le regard baissé. Le sergent Miles entra discrètement derrière elle. Elle est un peu secouée, celle-là, dit-il. D'habitude, elle est plus bavarde dans les boutiques. Elle cache quelque chose, murmura Grave. Que ce soit de la culpabilité ou simplement de la honte, on verra bien. Vint ensuite le docteur Ransom, dont le col était déboutonné et dont le front brillait malgré le temps doux. J'étais dans la roseraie quand j'ai entendu le cri, dit-il fermement. Je suis arrivé avec les autres. Le temps que j'atteigne le bureau, Roper était déjà parti.
Un traumatisme énorme. Il est probablement mort sur le coup. On n'y dort pas. Vous connaissez Monsieur Roper depuis longtemps? Pas vraiment. Quelques parties d'échecs. On n'était pas d'accord. Un peu trop clinique à mon goût. Il m'a dit un jour que l'émotion n'était qu'un raté chimique. Vous vous êtes disputé? Je n'étais pas d'accord. Il might provoquer. Je l'ai ignoré. Grave ça un seul fil. Est-ce que certains de vos patients se plaignent de lui pas directement? Mais il était intense. Il avait une façon de regarder les gens. Comme s'il les mesurait. Grave nota ceci, tu l'as vu pendant la fête, non? Et je l'aurais remarqué. Graves ferma son carnet. C'est tout pour l'instant. Le médecin hocha brièvement la tête et partit. À la fin de la journée, la liste des suspects de Grave n'avait fait que s'allonger. Madame Hale, la gouvernante, n'avait aucun mobile clair, mais affichait une attitude étrangement défensive, comme si elle craignait d'être accusée. Le pasteur était bouleversé, mais véritablement désemparé. Madame Temple avait vu Roper traverser la pelouse avant le meurtre, mais n'y avait prêté aucune attention sur le moment. Plusieurs villageois rapportèrent avoir entendu une horloge de parquet sonner peu avant le cri, mais l'horloge de parquet du presbytère était cassée depuis des mois. Mais il y avait un poids dans l'air. Le genre de poids qui accompagne une vérité longtemps enfouie. Je pense, commença Miss Marple d'une voix calme et porteuse, que nous méritons tous de savoir ce qui est réellement arrivé à M. Thaddeus Roper. Un silence s'ensuivit. Même le faible tic-tac de l'horloge de parquet réparée du presbytère sembla s'être arrêté. Vous voyez, a-t-elle poursuivi, ce qui a rendu ce meurtre si rusé n'était pas la méthode de meurtre mais la manipulation du temps. Elle regarda l'inspecteur Grave, qui fit un très léger signe de tête. Monsieur Roper est mort d'un coup au crâne porté avec un pendule en laiton, un objet facilement accessible dans le bureau du presbytère. Mais la véritable astuce résidait dans le moment où le meurtre semblait avoir eu lieu. Des témoins ont rapporté avoir entendu le carillon de minuit juste avant la découverte du corps, fixant l'heure du décès à 4h30 précise. Et pourtant, elle marqua une petite pause, ses yeux se tournant vers le docteur Ransom. Comme vous l'avez vous-même remarqué, docteur, cette horloge était hors d'usage. Depuis des années, son carillon avait été retiré. Et pourtant, on entendait un son. Molly s'agita mal à l'aise sur son siège. Alors, comment une horloge qui ne sonne pas pourrait-elle être entendue? Miss Marple fouilla dans son sac à main et en sortit un petit objet circulaire, une clé en laiton avec une petite gravure sur la poignée. Ceci, dit-elle en le montrant à tous, est la clé de l'horloge autrichienne de la boutique de M. Roper. Celle à laquelle il attachait une grande valeur, peut-être pas pour son horloge, mais pour ce qu'il y cachait. Elle a posé la clé. Roper, voyez-vous, n'était pas seulement un collectionneur d'horloges. C'était un homme qui comprenait combien le temps peut être facilement manipulé et comment l'apparence de précision peut être utilisée pour tromper. Il a créé un appareil, dissimulé dans cette horloge, capable de jouer un carillon enregistré au signal. Un phonographe, modifié pour émettre 12 coups de cloche. Ce n'était pas le son d'une cloche, c'était le son point d'une cloche. Un écho du temps, pourrait-on dire. Le docteur Ransom se pencha légèrement en avant. Et vous pensez que quelqu'un s'en est servi pour induire en erreur la chronologie de sa mort? Non croire, je sais, dit doucement Miss Marple. Elle se tourna vers Molly. Tu avais peur. Monsieur Roper avait menacé de révéler des choses sur ton père et ta famille. Tu l'as rencontré en secret, espérant le persuader du contraire. Mais tu ne l'as pas tué. Les lèvres de Molly s'entr'ouvrirent. Comment peux-tu en être sûr? Parce que vous ignoriez l'existence du phonographe. Vous étiez bouleversé après le meurtre, certes, mais sans calcul. Et vous n'avez jamais contredit l'heure officielle du décès. Elle se tourna alors vers le docteur Ransom. Vous, docteur, aviez votre propre passé. Vous craignez la résurgence de certaines actions de guerre. Vous avez peut-être même envisagé de réduire Roper au silence, mais au final, la détermination vous a manqué. Vous aviez le mobile, mais pas la méthode. Le docteur Ransom expira lentement et avec tension. Vous dites que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Miss Marple inclina la tête. Celui qui a tué M. Roper était celui qui comprenait le mieux le paradoxe. Celui qui pouvait orchestrer non seulement une mort, mais un crime illusoire masqué par le temps lui-même. Celui qui a placé le mécanisme du phonographe dans l'horloge. Celui qui connaissait les documents découverts par M. Roper.
et celui qui cherchait non seulement à le réduire au silence, mais aussi à façonner le récit qui allait suivre. Elle tourna son regard vers la chaise vide dans le coin, la chaise que Thomas Drou, le bibliothécaire silencieux, occupait jusqu'à quelques jours auparavant. Thomas Drou, dit-elle doucement, était le fils d'Augustus Carster, le douanier déshonoré qui avait disparu au Portugal des décennies auparavant. Un fils illégitime, né d'un scandale passé sous le couvert de l'histoire du village. Un garçon élevé non pas dans la colère, mais avec un but, une fascination pour les livres, et les horloges, et les secrets. Un murmure parcourut la pièce. La voix de Miss Marple resta ferme. Robert a découvert le lien. Peut-être même voulait-il aider le garçon à tourner la page. Mais quelque chose a changé. Peut-être a-t-il décidé que Thomas ne devait pas avoir les documents. Peut-être craignait-il ce que Thomas pourrait en faire. Quelle qu'en soit la raison, Thomas a décidé d'agir. Elle laissa retomber le poids de cette pensée, puis ajouta, « Il a programmé le meurtre pour qu'il coïncide avec la garden party, sachant que la maison serait animée et confuse. Il est entré discrètement. Il avait accès, bien sûr, étant l'assistant de M. Roper, sauf en apparence. Et le moment venu, il l'a tué, a placé le mécanisme du phonographe dans l'horloge autrichienne de la boutique et a déclenché la sonnerie avec une minuterie au moment précis où Madame Hale viendrait chercher le thé. Madame Temple serra plus fort son châle. Il a récupéré le mécanisme plus tard, poursuivit Miss Marple, et a caché les documents restant derrière le panneau arrière de l'horloge. Il aurait pu s'en tirer s'il n'avait pas été assez curieux pour revenir sur les lieux. Grave prit la parole pour la première fois. « Et c'est là que tu l'as provoqué. » Miss Marple hocha modestement la tête. Une mise en scène. Un papier caché. J'attendais simplement de voir qui le remarquerait. Et Thomas l'a remarqué. Avec la fin d'un voleur. L'inspecteur Grave se tourna vers le groupe. Thomas Drou a été arrêté hier. Il a avoué. Les preuves trouvées dans l'horloge, ainsi que le témoignage de Mademoiselle Marple, ont suffi à faire éclater la vérité. Il y eut un silence pesant, stupéfait. Puis Madame Temple le brisa, la voix tremblante. Mais il était si poli. Tel l'aimait-il. La politesse, dit doucement Miss Marple, ne protège pas de la douleur, ni de l'ambition. Le docteur Ransom se leva lentement, se passant la main sur le visage. Que va-t-il lui arriver? Grave haussa les épaules d'un air sombre. C'est pour les tribunaux. Miss Marple s'est livrée. Il n'est pas mauvais, vous savez. Simplement perdu. Toute sa vie, il a couru après le temps pour récupérer ce qui lui avait été volé. Finalement, il a tenté de réécrire l'histoire. Mais l'histoire a son propre rythme. Le groupe se dispersa lentement. Le vicaire remplit la bouilloire. Molly s'attarda pour serrer Miss Marple dans ses bras, murmurant un remerciement doux et larmoyant. Même le docteur Ransom, la fierté contenue, lui adressa un discret mot de respect. Alors que les derniers invités partaient, Miss Marple s'attarda un instant à la fenêtre du salon du presbytère, donnant sur la place du village. Le crépuscule commençait à tomber. Le ciel se teintait d'une légère teinte rose. Quelque part, une cloche lointaine sonnait, non pas un piège, ni un enregistrement fantomatique, mais une vraie cloche. Honnête, synchronisée avec le moment présent. Malgré toute son intelligence, Thomas Drou avait tenté d'utiliser le temps comme une arme. Mais finalement, il l'a trahi. Comme toujours lorsqu'il est manié sans discernement. Miss Marple savait que le temps pouvait tromper, mais il pouvait aussi révéler. Si seulement on écoutait assez attentivement. Une semaine plus tard, Hemsley Green avait retrouvé son bourdonnement paisible et posé. Les haies fleurissaient à nouveau sans menace, la cloche de l'église sonnait non pas en souvenir, mais en rythme, et les ruelles du village, bien que toujours jalonnées de rumeurs, ne portaient aucune trace du drame mortel qui venait de se dérouler parmi elles. Et pourtant, comme c'est toujours le cas dans de tels endroits, quelque chose avait changé. Pas bruyamment, pas de manière irréversible, mais perceptiblement. Pour la première fois depuis des décennies, les villageois s'étaient regardés et avaient vraiment demandé. Ils se demandaient quel secret pouvait se cacher derrière des sourires polis, quel chagrin silencieux se cachait dans des jardins bien rangés, quel désespoir pouvait fleurir dans le cœur de ceux qu'ils pensaient connaître. Dans le salon du cottage St. Mary Mead, Miss Marple était assise, sa dentelle sur les genoux, la lumière matinale réchauffant sa tasse de thé tandis qu'elle nouait une nouvelle boucle pour son dernier projet. Un châle pour la tombola de l'église. Ses doigts s'agitaient avec la même élégance constante que d'habitude,
mais ses pensées flottaient calmement, mais avec autant de vivacité que jamais. Un léger coup à la porte la tira de sa rêverie. Elle posa sa dentelle et ouvrit la porte pour trouver Molly Carster, son chapeau serré dans ses deux mains et les yeux hésitants. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement. Puis-je entrer? »« Bien sûr, ma chère, » répondit Miss Marple en s'écartant et en la faisant entrer avec un sourire. « Je pensais justement à préparer une nouvelle tasse. »« Du Earl Grey? »« Oui, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, ils étaient assis l'un en face de l'autre dans le salon, les mêmes tasses de thé délicates entre eux. « Je voulais te remercier, » dit Molly. « Pour tout. Pas seulement pour avoir blanchi mon nom, mais pour avoir vu la vérité alors que personne d'autre ne l'avait fait. » Miss Marple hocha doucement la tête. « C'est une habitude que j'ai cultivée au fil des ans. La vérité, voyez-vous, a une forme particulière. Elle se cache derrière les choses. Mais si vous penchez la tête du bon côté, elle se révèle toujours. » Molly esquissa un petit sourire triste. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'était Thomas. Il était toujours si calme, si attentionné. Les gens discrets portent souvent les chagrins les plus criants, » a déclaré Miss Marple. Il s'est senti trahi par la vie, par l'histoire. Et malheureusement, il a laissé sa douleur le mener là où il ne pouvait plus revenir. « Je crois que j'ai toujours senti qu'il cherchait quelque chose, » a déclaré Molly. « Mais je n'aurais jamais imaginé. »« Non, » répondit doucement Miss Marple. « C'est rare. » Molly baissa les yeux vers son thé. « Tu crois qu'il détestait mon père? »« Je crois qu'il détestait ce que votre père représentait, » répondit Miss Marple. « Pas l'homme lui-même, mais l'absence, le silence, l'abandon. Parfois, il est plus facile de blâmer le fantôme que de pardonner aux vivants. » Il y eut un moment de silence. Molly dit alors, « J'ai l'intention de quitter Hemsley Green. » Miss Marple haussa les sourcils, non pas par surprise, mais par compréhension. « J'ai trouvé du travail à Brighton, » continua Molly, « dans une maison d'édition. C'est un début. Je crois que j'ai besoin de repartir de zéro. Loin de tout ça. Je pense que c'est très sage, » a déclaré Miss Marple. « Un nouveau départ exige de nouveaux paysages. Et Brighton bénéficie d'un excellent air marin. » Elles parlèrent encore un moment du village, des efforts de Madame Temple pour se remettre du choc et des timides espoirs de Molly pour l'avenir. Lorsqu'elle partit, Miss Marple se tenait sur le seuil et la regarda s'éloigner, les épaules plus droites qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Puis elle retourna à sa chaise, son châle, sa tasse de thé, reconnaissante, d'une manière tranquille, que le monde soit à nouveau en paix. Pour l'instant. Le dimanche suivant, le village s'est rassemblé comme toujours. Le vicaire a dirigé le service du matin avec une grâce mesurée, choisissant le psaume 90, « 1000 ans à tes yeux ne sont que comme hier », un choix qui n'a pas échappé à la congrégation. Madame Hartnell reprit sa place au troisième banc, une nouvelle broche étincelant à son revers. Le docteur Ransom, bien que plus calme maintenant, se tenait près du monument aux morts après la cérémonie, parlant doucement à un colonel en visite de jardin et de médicaments pour le cœur. Même Madame Hale, après maintes sollicitations, avait repris son poste au presbytère, s'accrochant à ses tâches de nettoyage avec le respect de la liturgie. La bibliothèque a rouvert avec des horaires réduits. Thomas Drew a été discrètement remplacé par une femme de Wellingford, une ville voisine. Personne n'a parlé de lui, mais une petite pile de manuels de réparation d'horloges avait été discrètement retirée des étagères. Au Hound et Flagon, les habitués reprirent leur pinte du week-end. Mais les discussions sur le cricket et les moutons pourris n'avaient pas complètement effacé l'émotion du meurtre qui avait bouleversé leur vie. « C'est drôle avec les horloges, » marmonna Arthur Biggs en remuant sa bière. « Elles vous font croire que le temps est entre vos mains. » Mais ce n'est pas le cas. Ned Prothero, qui n'abandonne jamais un thème, hocha la tête d'un air entendu. Et même quand on les remonte bien, on ne sait jamais ce qui se trame à l'intérieur. L'inspecteur Grave a rendu visite à Miss Marple une dernière fois avant de retourner à Bristol. Ils étaient assis sur sa véranda, savourant un gâteau au citron et le genre de silence convivial forgé par une résolution partagée. « Tu avais raison dès le départ, » dit Grave. C'était bien plus qu'une simple dispute villageoise. Celle-ci avait plusieurs facettes. « C'est souvent le cas, » répondit Miss Marple. « On tue rarement pour une seule raison. Le plus souvent, c'est une accumulation. La culpabilité, la peur, la honte et plus dangereux encore, l'espoir. Graves glusa. De l'espoir. J'espère que personne ne le découvrira.
J'espère que la justice se laissera tromper par les bonnes manières. Il hocha la tête et termina son gâteau. Eh bien, dit-il en se levant, si jamais tu veux un emploi au mai, elle sourit. Je crois que je vais rester où je suis. Alors qu'il se tournait pour partir, elle ajouta. Il y a encore une chose. Il s'arrêta. Les documents, dit-elle. Ceux que Robert a trouvés. Seront-ils scellés? Oui, répondit Grave. Loi sur les secrets officiels. Ils disparaîtront dans les archives. C'est plus sûr comme ça. Miss Marple hocha légèrement la tête, le regard pensif. Peut-être. Mais j'imagine que Thomas n'était pas d'accord. Grave la regarda avec curiosité. Tu ne penses pas qu'il avait entièrement tort? Je pense, dit-elle doucement, qu'il avait tort en comment il a agi. Mais pas dans ce qu'il fait. Certaines histoires doivent être révélées. Mais pas au prix de la vie de quelqu'un. Ils se serrèrent la main et il partit en levant son chapeau. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise à côté de sa vieille horloge de grand-père. Il avait été réparé récemment par un jeune homme prudent de Wallingford qui avait insisté pour vérifier chaque rouage. Maintenant, son rythme régulier emplissait le cottage d'un tic-tac-tac apaisant, tel un battement de cœur. Elle sirotait son thé et écoutait, pas seulement à l'horloge, mais au monde au-delà. Un monde de secrets et de symétrie, d'ombre et de motivation, de gens qui, à leur manière complexe, essayaient seulement de réparer ce qu'ils croyaient brisé. Le temps, pensait Miss Marple, ne guérit pas tout, mais il révélait eux, avec de la patience, avec du calme, et parfois, avec le bon observateur. Elle prit sa dentelle et enfila son aiguille. Dehors, les étoiles commençaient à se lever.